Bonjour à tous et bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. Alors prendrez-vous le train cet été? Ça dépend de beaucoup de choses, en particulier de l'état de vos finances. Ce moyen de transport le moins polluant et non émetteur de CO2, il roule à l'électricité bien sûr, à la faveur des Européens. Sa fréquentation est d'ailleurs revenue à des niveaux pré-Covid avec 430 milliards de kilomètres parcourus par an par les Européens. Seulement voilà, le train reste 2,5 fois plus cher que l'avion et ne relie pas correctement toutes les grandes villes d'Europe. L'offre de trains de nuit reste limitée et ce, alors que 8 Européens sur 10 voudraient développer davantage ce moyen de transport. Le commissaire européen au transport, le grec Tsitsi Kostas, va dévoiler dans les prochains mois un plan d'action pour le train à grande vitesse visant à relier justement toutes les capitales et les grands centres urbains de l'Union européenne. Nous en parlons tout de suite avec nos invités du jour. Yann-Christophe Oetjen, bonjour. Merci d'être avec nous, député européen allemand. Vous siégez chez les libéraux, qui est dans l'opposition, bien sûr, en ce moment en Allemagne. Et puis, avec nous aussi, Majdoulin Sbay, bonjour. Députée européenne des Verts. C'est assez compliqué, pour vous de venir à Bruxelles. Il n'y a pas toujours de liaison entre toutes les grandes capitales européennes et c'est assez choquant. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous essayons de promouvoir justement ces connexions rapides, confortables entre les grandes villes européennes, plutôt que l'avion, puisque vous l'avez fort justement rappelé, le train est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Je rappelle 5% des déplacements et 0,5% des émissions de gaz à effet de serre pour le transport. Donc il est nécessaire de le développer. Il est nécessaire de développer par exemple les trains de nuit pour permettre justement cette connectivité. Mais c'est très important aussi de se rappeler que beaucoup des déplacements, 90% des déplacements, sont des déplacements à petite échelle. On utilise le train pour se rendre quotidiennement au travail, par exemple. Donc on doit continuer à développer la grande vitesse, mais on doit aussi favoriser ces relations dans les territoires. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que ça n'est pas, Monsieur Oetjen, la libéralisation justement du rail qui a fait qu'on n'a pas fait l'effort de produire des lignes moins rentables qui reliaient pourtant de plus petites villes, qui reliaient de plus longues distances? Moi, je dirais que c'est tout le contraire. Dans les pays qui ont libéralisé plus le transport sur le rail, comme l'Italie par exemple, on a un réseau qui est beaucoup plus dense, on a une concurrence sur les lignes qui réduit les prix et qui augmente le chiffre des passagers. Donc ce n'est pas la libéralisation. Et après, les pays en Europe ont des concepts différents sur le rail. En Allemagne, c'est beaucoup plus un réseau avec des mailles. En France, c'est beaucoup plus les lignes à grande vitesse qui relient les métropoles. Je veux rejoindre ma collègue dans une demande pour les gens. Le plus important, c'est le quotidien et c'est de pouvoir prendre le rail dans le quotidien. Réponse sur la libéralisation et peut-être aussi sur cette perspective de lignes à grande vitesse à travers toute l'Europe que voudrait impulser la Commission européenne. Alors, sur la libéralisation, on le sait, des pays qui ont fait un pas très important vers la libéralisation, je pense évidemment à la Grande-Bretagne, aujourd'hui font marche arrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'efficacité des transports à l'échelle territoriale, elle ne se pose pas en termes de libéralisation, elle se pose en termes de solutions concrètes. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous avez la ville de Valenciennes, en France, dans le nord de la France, la ville de Mons qui est en Belgique. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on attend que ces deux communes soient connectées et il manque un tronçon simplement. Donc il y a une nécessité d'avoir des investissements intelligents, d'observer là où il y a des lignes de fracture pour faire en sorte de favoriser le train. Et sur les lignes à grande vitesse dont vous avez parlé, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien calibrer nos investissements. Aujourd'hui, 90% des investissements sont faits dans la ligne à grande vitesse qui ne représente que 10% des passagers. Donc on a besoin de rééquilibrer et de réinvestir avec les régions à l'échelon territorial. Il n'empêche, 8 Européens sur 10 veulent le développement globalement du train et la Commission européenne lance son grand plan de lignes à grande vitesse, mais simplement on parle de 2040, enfin ça ne va pas se faire tout de suite. En effet, il y a des problèmes d'interconnectivité, vous les avez soulignés. Alors, le projet est super important, des connexions des grandes capitales. Après, il y a des régions où il manque des connexions qu'il faut construire. Pensez par exemple à la liaison entre la France et l'Espagne. Il y a des tronçons qui manquent parce que la France n'investit pas dans ce coin, parce que c'est au bord du pays. Pourtant, ce serait important
pour faire la connexion avec toute la péninsule ibérique. Donc il faut aussi voir que les pays regardent beaucoup leur nombril au lieu de penser dans un système européen qui fait la connexion et où surtout les investissements sur le cross-border, ils manquent et ils ne sont pas investis par les pays. D'ailleurs, d'après des études, le Paris-Barcelone, ce trajet-là, il est 80 fois moins polluant en CO2 que celui qu'on ferait en avion. Mais il n'empêche, en avion, c'est 15 € et en train, c'est 188. Donc, il y a d'ailleurs en moyenne 2,5% plus cher le train que l'avion en Europe. Ça paraît absurde. Pourquoi d'ailleurs ? Ces différences de prix, elles sont dues au fait qu'on ne taxe pas assez aujourd'hui le transport aérien et que sur des liaisons comme celle-là, nous serions pour appliquer la taxe kérosène. Encore plus sur des vols plus courts courriers, des vols plus courts où il y a une offre de transport ferroviaire en face. C'est très important. Il faut aussi arrêter l'extension des aéroports, comme c'est le cas aussi dans beaucoup de régions. On doit arrêter de soutenir finalement ce développement féroce, j'allais dire, de l'alternative aérienne qui pose un grand problème sur le dérèglement climatique. Parce que c'est vrai que l'aérien, ne paye pas de taxe kérosène ni de TVA sur les billets internationaux, alors qu'il y a des péages pour le train, en l'occurrence. Donc, effectivement, il a du mal à être compétitif, ce train, par rapport à l'avion. Premièrement, je voudrais rebondir sur la question Paris-Barcelone parce que peut-être qu'il manque de la concurrence sur ce tronçon pour réduire les prix. Parce qu'on voit dans sur tous les tronçons où il y a de la concurrence que ça augmente la qualité des services et ça réduit les prix. Mais je suis d'accord qu'il y a une différence entre la taxation du rail par rapport à l'aviation. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est de mettre en place un système pour que l'avion soit écolo également, donc avec des carburants alternatifs et qui sont plus chers. Et on augmente aussi la taxation déjà aujourd'hui de l'aérien. Donc petit à petit, ça va se développer, à mon avis, que ça s'équilibre entre la taxation de l'avion. Mais est-ce qu'il faut le faire davantage, comme le dit Madame Sbaï, c'est-à-dire le faire tout de suite, taxer maintenant ou Il faut unanimité entre les États membres et vous ne l'avez pas. Et je n'ai pas de bâton magique qui introduit cette taxe, ni Madame. Donc on fait avec ce qu'on a. Et la taxation européenne, elle ne fait pas partie du lot. Alors vous avez commencé à mentionner les trains de nuit. Le 4 juin, 4 députés ont voyagé en train de nuit entre Paris et Briançon pour médiatiser les avantages et les obstacles que rencontre cette liaison ferroviaire. Écoutons-les tout de suite au micro de Luc Brown. Depuis 2019, le nombre de voyageurs de train de nuit a doublé en France. Et donc on voit là qu'il y a une vraie demande pour ces lignes de train de nuit parce que ça coûte moins cher, ça permet de ne pas payer l'hôtel quand on arrive à notre destination, d'arriver reposé et de faire des très longues distances sans avoir un coût carbone trop grand. Et donc on pense qu'il faut effectivement accompagner ce nouvel investissement dans le train de nuit, faire renaître en tout cas le train de nuit un peu partout sur le territoire. C'est le cas ici pour la ligne Paris-Briançon qu'il faut protéger. Le train de nuit, c'est un contributeur très important à la dynamique des territoires. Un territoire, c'est plein de petites choses, des petites initiatives qui sont mises les unes à côté des autres pour développer une dynamique. Et le train de nuit, ça en fait partie, comme le TER. Et donc, on retrouve, quand on vient soutenir ce genre de combat, des points qui sont importants pour la dynamique des territoires. C'est une multitude de retards. Ce train de nuit, c'est un des pires en termes de régularité. On est descendu jusqu'à une quarantaine de % seulement de trains qui étaient à l'heure à l'arrivée à Briançon. C'est pas acceptable en tant que voyageur. C'est pas acceptable, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de résistance au train de nuit, une difficile mise en œuvre donc de la montée en puissance de ces trains de nuit, non ? Alors moi je suis usagère des trains de nuit puisque je suis une adepte du Paris-Aurillac qui vient d'être remis en service en France et depuis qu'il a été remis en service, je l'ai inauguré et je l'utilise tout le temps pour me rendre dans le Cantal. Et donc, je considère effectivement qu'il y a des difficultés parfois, ça arrive, des retards, et que l'expertise des usagers et l'écoute des usagers est très important pour améliorer la qualité du service de manière continue. Je considère aussi que c'est une avancée. Mais ce qui serait formidable, demain, vous avez parlé de la tarification, nous défendons
défendons le ticket climat. C'est un abonnement mensuel de 49 € qui coûterait 3 milliards d'euros à la collectivité, donc à l'Europe, et qui permettrait finalement d'avoir ce passe-rail que nous avons aujourd'hui amélioré et qui permettrait une circulation plus simple, plus facilitée, notamment pour les plus jeunes publics, mais aussi pour les plus modestes. Et donc cette tarification solidaire du train serait une avancée considérable en même temps qu'on investit plus équitablement. Aujourd'hui, on veut investir beaucoup dans la grande vitesse. Investissons dans les modes de transport décarbonés, mais qui sont accessibles à tous. Vous croyez au train de nuit? On a remis en circulation beaucoup de lignes, en particulier entre la France et l'Allemagne d'ailleurs. Oui, c'est un moyen de transport super. Si ça convient aux gens, et si c'est fiable, c'est une très très bonne alternative. Je vais rejoindre ma collègue. La tarification, c'est une question nationale. Ce n'est pas l'Europe qui décide sur ça. Mais on a fait beaucoup de progrès en Allemagne avec la mise en place d'un ticket unique sur abonnement pour 49 € effectivement au début. Et ça a eu un très grand succès. Donc les gens ont pris le train. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la fiabilité, c'est très important. Donc, il y a le prix, effectivement, qui joue un rôle important. Mais c'est aussi le confort et la fiabilité. Et ce n'est pas le cas en toute l'Europe que les trains sont très fiables. Et non seulement ils ne sont pas très fiables, mais en plus on ne peut même pas les réserver de n'importe où. C'est-à-dire que vous voulez aller en Espagne, mais vous faites une étape et vous voulez... c'est impossible de réserver la ligne locale, etc. Et donc ça, c'est quand même... Il n'y a pas de ticket unique même. Exactement. On pousse la Commission de faire la proposition du ticketing. On l'a déjà attendu au mandat passé et on espère l'avoir sur la table encore cette année ou en début de l'année prochaine pour vraiment rendre l'achat du billet, même sur différents modes de transport, sur différents pays, plus facile pour les gens. Alors, c'est vrai que ce ticket unique, c'est une des grandes problématiques. En fait, on ne peut pas, de son ordinateur, finalement, obtenir un billet pour n'importe où en Europe. Exactement. Et d'ailleurs, vous l'avez bien signalé, on a du coup des trajets qui peuvent être fragmentés et on doit quasiment être un ingénieur pour réserver un ticket de train quand on veut voyager parfois pour certaines distances et certaines destinations. Mais nous, ce qu'on défend, c'est justement cette possibilité, ce que vous décrivez, c'est-à-dire d'avoir une plateforme unique de réservation pour l'Europe. Il ne faut pas se flageller quand même parce que l'Europe a fait de grandes avancées. Nous avons un des réseaux les plus denses au monde, nous avons cet espace unique ferroviaire européen, nous avons cette connectivité qui n'est pas parfaite, mais quand même les infrastructures ferroviaires ont été harmonisées. Et donc aujourd'hui, on a une opportunité formidable pour faire en sorte que les voyageurs aient la vie facilitée lorsqu'ils souhaitent se déplacer en Europe. Et cette plateforme serait une grande avancée, tout comme d'ailleurs le fait pour qu'ils aient le sentiment que ce soit plus juste et plus équitable. C'est un des objectifs de la politique transport en Europe. Eh bien, nous devrions taxer pour financer ces évolutions les jets privés et aussi les transports privés des entreprises. Ça, c'est une mesure de justice sociale qui permettrait d'engager de nouvelles recettes. Ce n'est pas l'Europe qui décide sur la taxation des jets privés ou du kérosène, etc. C'est les États membres qui doivent se mettre d'accord pour avoir un système harmonisé. Donc c'est très bien qu'elle propose, mais on ne votera pas ça ici au Parlement européen. Et ce qu'il faut, à mon avis, c'est renforcer la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur tous les moyens de transport, avec tous les moyens qu'on a. Parce que moi, au long terme, je voudrais que prendre un avion, ça sera aussi écolo que prendre un train. Alors, la Commission européenne a tout de même, pour inciter les jeunes à prendre l'habitude de prendre le train, alors déjà, c'est une génération qui a plus envie de le prendre le train, hein, c'est vrai aussi, a distribué 35 000 passes Interrail gratuits aux 18 ans pour voyager à travers l'Europe. C'est le programme Discover EU. C'est bien pour les encourager. Ça n'est peut-être pas encore tout à fait pratique. En effet, Majdoulin Sbaï, et là encore, il y a des problèmes, des petites lignes privées, etc., qui résistent à Interrail. Oui, vous avez raison. En fait, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a un master plan qui va nous être présenté d'investissement important sur des connexions entre des grandes villes européennes. Mais quand on descend à l'échelon de la réalité, à l'échelon territorial, on se rend compte, et je vais reprendre un exemple très simple dans ma région, c'est une ville qui a moins de 100 km, il nous faut 2h30 en train pour y aller et moins d'1 heure en voiture. On a des situations comme ça de rupture de liaison et c'est une même région européenne. Donc moi, je pense que la Commission européenne doit se pencher de manière très active
positive sur le soutien aux régions pour faire en sorte qu'il y ait des continuités. Sur ce que vous dites plus précisément sur la connectivité, le fait qu'il y ait des tronçons qui échappent au passe-rail, c'est aussi un sujet j'allais dire, qui n'est pas un master plan, mais qui est de revenir à la réalité, à l'expertise des usagers. Il devrait y avoir, avec les jeunes qui ont utilisé ce pass Interrail, il devrait y avoir un travail pour qu'ils racontent leur expérience et qu'on voit les difficultés qui se posent sur le terrain. Interrail, c'est effectivement, ça avait pour but d'abord de créer des citoyens européens aussi qui ont vu un petit peu l'Europe et puis peut-être aussi de donner le goût du train. Est-ce que c'est mission accomplie pour vous? En tout cas, c'est mission accomplie parce qu'on a eu une demande super forte pour les 35 000 passes et je pense que c'est un succès quand même à chaque fois quand les jeunes traversent une frontière, vont dans un autre pays qu'ils ne connaissent pas encore, où ils peut-être même ne parlent pas la langue, et découvrent comme ça une Europe qui est différente chez eux. Je pense que c'est pour ça très très positif. Après, je voudrais dire pour les connexions dans les régions, c'est les États qui décident quel tronçon est construit et lequel n'est pas construit. Les régions sont soutenues par l'Europe et il devrait y avoir plus de financement pour ça. Et c'est à la fin les États qui décident où ils investissent. Et je pense que c'est mieux comme ça parce qu'on ne peut pas décider à Bruxelles ou dans le Cantal ils investissent pour le rail ou quel tronçon ils n'investissent pas. Mais il faut surtout assurer qu'il y a assez d'argent disponible pour que les États aient la possibilité de construire plus de rails et plus de connexions. Voilà, c'est un sujet quand même très controversé sur la question de savoir si les États investissent assez. L'Union européenne doit favoriser encore l'interconnectivité et surtout investir elle-même. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur France 24.